Voilà, c'est le dessous des cartes qui commence. Bienvenue à vous si vous nous avez rejoint Appel. C'est votre rendez-vous incontournable pour comprendre le monde, pour savoir comment va d'abord la RDC, puis les restes parties du monde avec Jean-Marie Kassamba. Bonjour, bienvenue à vous Jean-Marie Kassamba. Merci. L'actualité en RDC, c'est toujours cette attente de la sortie du gouvernement Souminois, qui a été annoncée d'abord imminente. Aujourd'hui, c'est devenu presque comme l'attente de Jésus-Christ. Alors, c'est une nouvelle semaine qui commence. Les spéculations vont dans tous les sens. On dit que c'est une personnalité qui bloquerait. Qu'est-ce qu'on en sait maintenant, Jean-Marie Kassamba, à ce sujet? D'abord, le peuple est fatigué. Les partenaires de la RDC sont également fatigués. Mais surtout, l'image de notre pays en prend un coup. Pourquoi? Parce que les gouvernements peuvent attendre. En Italie, on peut faire 6 mois sans gouvernement. En Israël, on peut faire 4 mois sans gouvernement. Je peux citer d'autres pays. En Belgique, il n'y a pas longtemps, on a attendu pendant longtemps sans avoir un gouvernement. Mais dans ces pays-là, l'administration fonctionne. Qu'est-ce que ça veut dire? Le fonctionnement régulier de l'État est tout à fait assuré par l'administration. Les services qui doivent être rendus à la population sont rendus. Et surtout, le pays tourne. Les dossiers sont évacués, signés. Chez nous, ce n'est pas le cas. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on a toujours un tout petit peu caporalisé l'administration. On a politisé l'administration. La continuité de l'État ne fonctionne pas. Dès qu'il y a un nouveau gouvernement qui arrive, ou un nouveau pouvoir qui arrive, on efface les tableaux, ou plutôt, on met en veilleuse tout ce qui était mis en avant pour mettre en place de nouvelles décisions, de nouvelles procédures, de nouvelles initiatives. Qui seront aussi inachevées, malheureusement. Mais en général, c'est inachevé parce qu'on ne peut pas prendre des initiatives en moins de 5 ans et les faire aboutir. Si c'est sérieux, si ça prend du temps. On ne peut pas. Dans n'importe quel pays, on ne peut pas. Et ce qui se passe chez nous, c'est grave. Pourquoi? Parce que les 5 premiers mois de l'année, ce sont les mois de mobilisation de moyens pour l'État. Normalement, au mois d'avril, mai, c'est là où l'État collecte suffisamment d'impôts, alimente son budget de fonctionnement et consomme dans le deuxième semestre pour terminer l'année. Nous avons épuisé l'année de mobilisation des moyens. En réalité, nous avons consommé ce que nous avons produit. Beaucoup de dossiers qui étaient en attente des investisseurs, notamment, par exemple, les dossiers d'infrastructure sont à l'arrêt. Et comme vous le savez qu'on construit pendant la saison sèche, les dossiers qui ont été conclus au mois de janvier, février, mars. Et donc, comme ça n'a pas été conclu, nous allons, dans la période qui va arriver, c'est-à-dire le deuxième semestre de l'année, pas faire grand-chose. Donc, on ne peut rien s'attendre à ce nouveau gouvernement, Jean-Marie Kassamba. Mais qui vont faire quoi? Parce qu'en réalité... Cette année, je voulais dire. Oui, mais on ne va pas faire grand-chose. Pourquoi? Parce que, d'abord, il faut que ce gouvernement, quand il va s'installer, ils vont d'abord être en initiation, parce qu'ils vont aller en congrès quelque part, ou en séminaire d'initiation ou de mise en forme, en condition pour être membre du gouvernement. En Mbouela Lodge, à Zongo, je ne sais pas quoi. Avec le Sénarec, tout ça. Oui, absolument. Quand ils vont revenir, il faut d'abord qu'ils s'installent. Ce qu'on appelle les mises et reprises, ça va prendre peut-être une semaine, remise et reprise. Ensuite, les nouveaux venus vont pouvoir aménager les bureaux. Ils vont mettre en place leurs cabinets. En plus, ils vont attendre que le président de la République leur notifie, si vous voulez bien, le fonctionnement, les termes de référence de chaque ministère. Là, on est parti pour le mois d'août et on est déjà en vacances. Jusqu'en septembre, etc. Donc, il n'y aura pas grand-chose de fait. En réalité, qu'est-ce qui se passe? Oui. Il y a blocage, notamment au niveau de la répartition de responsabilités, des portefeuilles.
les chefs de regroupement politique qui ont été convoqués par le président, avec notamment les présidiums au niveau de la cité de l'Union africaine. Le président leur a dit, allez, pour d'abord mettre en place le bureau définitif de l'Assemblée, allez vous voir entre le présidium et vous, et puis entre eux d'abord, Mbata et comment on appelle, les chefs de regroupement politique, ils ont dit, on a désavoué le présidium. Les présidiums a dit non, nous sommes toujours habilités à mettre en place ce bureau définitif. En réalité, le chef d'orchestre de tout ceci s'appelle Augustin Kabouya. Le chef d'orchestre. Qui a déterminé les gens en fonction de leur poids politique. Qui s'est retiré, si vous voulez, de la course au niveau de l'Assemblée nationale. Qui est élu maintenant sénateur, mais il ne va pas siéger au Sénat, parce qu'il va rentrer au niveau de l'Assemblée nationale pour avoir à l'œil Vital Kamerhe et les autres, mais surtout pour gérer, il y aura beaucoup de frondes là-bas. Maintenant, le président et la première ministre se sont mis ensemble pour déterminer d'abord les 26 ministres par province. Les restes, ça va être par quota, si vous voulez bien, selon le poids politique, selon ce qui a été déterminé. Mais il y a des chefs de partis, autrement dit, les autorités morales, qui envoient des listes qui ne sont pas acceptées par la Première ministre, parce qu'il avait déjà posé ces conditions, notamment des probités morales, pas de vertébrés qui vont faire plus de l'ombre que travailler, pas de népotisme, c'est-à-dire les enfants, etc. Et des listes qui ont été envoyées pour une partie contiennent ces types de propositions. Et non des enfants qui sont repris là-dedans. Et donc, d'un côté, le président dit non, mais moi je ne vous ai pas dit de me mettre tout ça. La première dit non, mais on n'a pas dit de mettre tout ça. Les autres disent, mais nous sommes les chefs de parti, nous avons investi notre argent, nous, on a joué un rôle ici, il y a le poids politique, etc. Bon, certains n'ont pas envoyé des nouvelles listes remaniées. Et de l'autre côté, on attend. Mais ceci bloque le pays, bloque tout ce que je vous ai dit par ailleurs. Et c'est le lieu de dire au chef de l'État, président de la République, c'est lui et lui seul qui rendra des comptes. Nonobstant les poids politiques, nonobstant les autorités morales, nonobstant tel avec l'ancrage, etc. C'est lui et lui seul qui rendra des comptes. Pourquoi? Parce que les 6 mois que nous sommes en train de perdre, on met sur sa tête. C'est dans le cadre de son mandat. Il n'y a aucun article au sein de notre Constitution qui empêche au président de la République de mettre en place un gouvernement, surtout pour son 2e mandat, qui ne tienne pas compte politique. Mais pourquoi on a l'impression que le chef de l'État est en train de non, mais parce qu'il y a aussi le règlement d'ordre intérieur, il y a aussi les arrangements au niveau de sa coalition, ce qu'on appelle l'union sacrée. Mais en réalité, cette union sacrée, c'est sa famille politique. Ça veut dire en langage simple, il peut ramener tous au beau monde et puis dire, messieurs, moi, je rends compte au peuple. À partir de demain, voici le gouvernement de 25 membres, ou de 30 maximum. Aux États-Unis, il y en a autant. Il y en a autant. C'est pas parce que, comme Vital Kamerhe a dit, le Congo, c'est pas le Sénégal, etc. Le Congo fait partie du monde. Aux États-Unis, il y a moins de 30 ministres. C'est un pays continent. Et donc, vous allez voir que l'appréhension, notamment du président Tshisekedi, c'est que s'il nomme d'une manière autoritaire, les frustrations, les aigris. Ça pourrait avoir quelles conséquences, ces frustrations? Les conséquences, c'est qu'au niveau de l'Assemblée nationale, il va y avoir dissonance. Okay. Il va y avoir nous, membres de telle coalition, membres de ceci, nous ne nous reconnaissons pas dans ces gouvernements, donc nous prenons nos responsabilités, etc., etc. Et cela va un peu diminuer la cohérence au sein de l'union sacrée. Mais il peut le faire à l'envers, c'est-à-dire
convoquer tous ces gens, leur expliquer l'utilité, l'importance de la cohésion nationale, ou plutôt de la situation de notre pays qui requiert un gouvernement des combats, pas les warriors d'avant, le vrai combat, c'est-à-dire de la sécurité. Est-ce que vous vous rendez compte que pendant toutes ces tergiversations, les Ouazalendo et les FARDC sont en train d'engranger, de grignoter quelques localités, mais comme la communication est un peu en berne, on n'en parle pas suffisamment. Et comme certains dossiers ne sont pas suivis avec beaucoup de rigueur, on ne capitalise pas suffisamment. Parce que tous les ministres sont en situation d'hibernation, autrement dit, en pause, ou bien en attente, en observation. Vous voyez que personne ne parle. Personne ne parle. Pourquoi ils ne parlent pas? Ça, c'est la culture congolaise. En attendant qu'on mette en place le nouveau gouvernement, je ne parle pas parce que je risque d'être épinglé. On risque d'avoir l'attention sur moi. Mais les gens savent déjà qui est qui a fait quoi, qui est l'auteur de tel ou tel scandale, qui n'a pas été productif. Mais parce qu'ils savent que le président regarde souvent Télé 50, le premier ministre regarde souvent Télé 50, et donc, si moi, je vais passer sur Télé 50 ou sur, admettons, une autre chaîne de télé, on va voir que c'est ce que j'ai dit d'avant dans les sens comme ceci, ça va attirer l'attention. Mais le président Tshisekedi a déjà l'idée sur chacun. La première ministre sait déjà ce qui est le background de tout un chacun. Mais la difficulté, c'est que cette inconscience collective fait perdre à notre pays la croissance, le pouvoir d'achat, la cohésion nationale et surtout la gestion des dossiers prioritaires qui requièrent un travail au quotidien. Vous avez vu avec cette mésaventure de tentative, des coups d'État, etc., il y a eu un tout petit peu cacophonie. Pourquoi? Parce que pendant ces temps, nos services de sécurité ne sont pas approvisionnés régulièrement. En FSR, en moyens conséquents, il n'y a pas des réunions qui se tiennent, les gens attendent toujours, la ville de Kinshasa, tout le monde attend. En fait, en réalité, l'attentisme est contre-productif pour le pays. J'ai une question au sujet d'Augustin Kabouya que vous avez évoqué tout à l'heure, oui. Mais vous avez dit aussi que parmi les conséquences de cette attente, c'est la crédibilité qui a été cornée au niveau international. Oui, absolument. Auprès de nos partenaires. Absolument. Alors, le rôle qui revient à Augustin Kabouya actuellement, c'est le rôle à la fois, on va dire, des médiateurs, des négociateurs, il est omniprésent en tout cas, négociateur des ambitions au sein de l'Union sacrée de la nation. Est-ce qu'il le joue bien, ce rôle? Est-ce que, voyez-vous, Kaboun à la place aurait peut-être fait autrement? En réalité, Augustin Kabouya fait sa part. Ouais. Autrement dit, ça veut dire quoi? Écoutez, voici quelqu'un qui n'a pas été nommé, lui, dans les institutions. Kabouya. Sam Alokonde, Premier ministre, Vital Kamerhe, vice-premier ministre, Jean-Pierre Bemba, vice-premier ministre, Mbosso, président de l'Assemblée nationale, et Bahati, président du Sénat. Kabouya, juste membre de son parti. Il a été récupéré par Tshisekedi à la dernière minute pour être l'informateur, etc. et jouer un rôle un peu au sein du présidium pendant la campagne électorale. Regardez ce qu'il a récolté comme des élus. En fait, en réalité, l'UDPS est la première force politique. Avec à peu près, UDPS plus mosaïque, on est dans le 150, 160 élus. Mais c'est lui, par exemple, qui avait donné l'idée que Tshisekedi ne devait pas donner l'argent aux gens du présidium à l'époque pour aller faire la campagne électorale et qu'on ne devait pas donner le leadership de cette campagne électorale à un seul membre du présidium. C'est pour ça qu'on a pris Germain Chabani et la dame et on a dit chaque leader va faire campagne dans son fief. C'est l'idée de Augustin Kabouya. L'autre idée de Augustin Kabouya, c'est qu'il a dit nous allons mettre le bureau définitif de l'Assemblée nationale au prorata du poids politique. Mais aujourd'hui, qui bloque en réalité la mise en place du gouvernement? Ce n'est pas le DPS. On ne donnerait pas les noms ici des leaders qui ont refusé ou qui refusent de changer les noms de ce que
on a demandé comme critérium. Moi, ce que je peux dire à Félix Tshisekedi, c'est de faire comme se faisait Jikaka à son temps. Il demandait à chaque formation politique, autrement dit à chaque patron ou leader de chaque regroupement, de chaque plateforme, d'envoyer 3 noms par poste. Et lui, il va piocher là-dedans pour mettre celui qu'il veut. Parce que dans les 3, il y a au moins un qui a les enfin, qui requiert, ou plutôt qui accomplit, qui peut remplir les critères plus ou moins demandés. Sachant que tous ceux qui ont été membres, ou plutôt auteurs de malversations, de ce qu'on peut appeler ici clameur publique, de détournement, d'immoralité, etc., eh bien ces gens-là, le peuple n'en veut pas. Et c'est là où la Première ministre a un œil, là où le président lui aussi voit et dit, mais si je mets celui-là, même si moi je l'aime bien, même si on a de bonnes relations, ça va chauffer au sein de l'opinion et nationale, internationale. Tout est à ce niveau-là. Parce que vous savez que ceux qui ont eu même des casseroles et tout ça, s'activent beaucoup. Ils font jouer des influences au sein de la famille, au sein des gens, des pasteurs qui tournent autour du chef, pour rester ou continuer. C'est là où ça bloque. Et je rappelle que le président Tshisekedi a la latitude de choisir qui il veut pour mettre là où il faut et d'expliquer à ces messieurs-là qu'on appelle plateforme, etc., l'intérêt de la nation passe au-dessus de ce que vous êtes. Parce que tout le monde connaît un tout petit peu les réalités de ces élections. Jean-Marie Kassama, est-ce qu'on peut dire, comme Kabila l'avait dit aussi en son temps, que l'union sacrée de la nation, cette coalition, coûte cher à Tshisekedi maintenant? Mais si oui, pourquoi? On est plein dedans, monsieur. Joseph Kabila avait vu loin ce qui allait se faire aujourd'hui. Les gens qui ont accepté de rejoindre à l'époque Félix Tshisekedi, ils n'étaient pas venus pour l'amour du Congo. Ils n'étaient pas venus parce que Joseph Kabila était le diable. Ils avaient seulement suivi le cours de l'histoire, autrement dit l'eau. Vous savez, les courants d'eau. Eh bien, ils ont seulement suivi ça. Certains cherchaient le blanchiment, autrement dit, d'être un tout petit peu à l'abri des poursuites. D'autres pensaient que Félix Tshisekedi était amnésique de ce qu'ils étaient avant, juste en portant l'effigie, en criant Fachu béton, etc., et qu'ils allaient être dans les bonnes grâces. Et beaucoup ont fait les pieds et les mains pour avoir un mandat, c'est-à-dire être élu. Mais la grande partie, pour ne pas dire la majorité de ces gens-là, ils n'auront rien. Et Kabila avait dit à l'époque, monsieur, il avait dit même d'ailleurs à Félix Tshisekedi, ils vont vous coûter cher parce que moi, quand j'étais avec eux, je les connais ces gens. Et on est plein dedans. Parmi les gens qui font des chantages, aujourd'hui, pour la représentativité, pour le poids politique, etc., un bon paquet sort de cette génération-là de Mobutistes, de gens qui étaient au FCC, etc., qui sont là. Et ils ont un peu initié aux nouveaux venus à ces pratiques-là, et on est plein dedans. Vous allez voir qu'au niveau de l'Assemblée nationale, quand ils vont construire les groupes parlementaires, comme c'est le deuxième mandat et le dernier de Félix Tshisekedi, il y aura beaucoup de chantage. Et Tshisekedi, comprenant ça, il a commencé à les menacer des solutions. Maintenant qu'on a le bureau, maintenant que le gouvernement sera mis en place, etc., il va pouvoir supporter pendant 1 an. Et oui, parce qu'il ne peut pas dissoudre l'Assemblée la première année. Justement, quelles sont les possibles issues qui se présentent à Tshisekedi? Moi, à sa place, je jouerai les jeux. Autrement dit, je laisserai le bureau s'installer, je formerai un gouvernement, même si ça gesticule un tout petit peu, mais j'appuierai à l'ingété sur la lutte contre la corruption. Parce que nos amis, ils sont très fragiles à l'argent. C'est-à-dire, je verrai chaque sou qui est mis à la disposition de l'Assemblée nationale, parce que c'est là où ça va se jouer. L'IGF va s'installer là-bas, même si on dit que l'Assemblée nationale a une gestion autonome de ses finances, on doit savoir que ces finances doivent être gérées comment. Et à la moindre escarmouche de corruption, tout de suite, on enclenche levée d'immunité, etc., poursuite en flagrance, etc., etc. Vous allez voir qu'ils vont se calmer.
Parce que les Congolais aiment le pouvoir, aiment les avantages, etc. Mais s'ils continuent de la manière dont c'est parti, aucune initiative ne va contenter personne. Et le pays va aller de mal en pis. Vous avez dit que c'est seul Tshisekedi qui devra rendre des comptes, mais quand j'y regarde de très près, je me rends compte que depuis toujours, il n'a été que très peu tenu pour responsable de la gestion. Avant, c'était la coalition FCC Cash. On a toujours eu des échappatoires, des alibis, des choses, des personnes sur qui on a jeté la responsabilité. Est-ce que ça pourrait changer finalement? Autrement dit, oui. En réalité, Tshisekedi n'est pas responsable. Oui. Celui qui est responsable, c'est le Premier ministre, constitutionnellement. Mais pourquoi Kabila était toujours tenu responsable alors on s'entend? Mais parce que d'abord il y avait la mauvaise foi, oui. Il y avait ce qu'on appelle la stigmatisation et le mensonge. Tshisekedi, en tant que président de la République, n'est pas responsable du gouvernement, n'est pas responsable des actions au quotidien. Il est le garant du bon fonctionnement de toutes les institutions et lui, le peuple le tient pour responsable pour la bonne marche de l'ensemble des choses. Mais comme chez nous, on pense que c'est le chef, le numéro 1, qui doit même balayer la route, et lui-même parfois, il descend jusque là où il ne peut pas descendre, où il devait laisser les gens faire leur travail. Les gens disent, oui, bah, si le pont, par exemple, on en parlera tout à l'heure sur la Loubi, est cassé, c'est la faute à Tshisekedi. Or, en réalité, ce n'est pas la faute de Tshisekedi. Même si Tshisekedi est des Kabeka Manga, même s'il est président de la République, même si, il n'est pas responsable en réalité parce que lui s'occupe de l'ensemble du Congo. Mais comme il avait mis en place une politique, on va dire, Chile-Gelou, des grands travaux accélérés, exemple, c'est ça la signification de Chile-Gelou, il a même responsabilisé certains de ses conseillers pour aller s'occuper de cette route Bujimaï-Kananga. Comme, par exemple, il doit commencer par son fief. Son fief. Chacun a son fief. Quand Tshisekedi rentre en Bujimaï, il faut qu'il ait un chez lui, c'est-à-dire quoi? La résidence du chef. À l'Amiba, là-bas, c'est la maison de l'Amiba qui a été donnée, on va dire, à l'autorité. Ça appartient à Kalonji Ditunga à l'époque. Hein, il a fait l'état du Sud Kassai. Ensuite, Mobutu a récupéré ça. Et Kabila dormait dedans, etc. Et lui aussi, Tshisekedi, quand il descend en tant que chef de l'État, il dort dans cette maison. C'est une maison privée d'une structure qui s'appelle l'Amiba. Félix Tshisekedi, en tant que leader du Grand Kassai, devait avoir sa résidence chez le chef. Ça, on peut lui faire ça en 3 mois, rapidement. Il prend un site, on installe. Il peut faire aussi la même chose à Mupompa, chez nous, à Kabeka-Manga, chez nous là-bas. Il peut le faire. Et les gens qui ont détourné autant d'argent pouvaient même consacrer, allez, 2 millions de dollars pour aller faire la résidence du président. Un cadeau qu'on peut lui faire. Voilà. Ils ne l'ont pas fait. Et cette route qui vient d'être coupée par ces ponts, monsieur, c'est la route qui désenclave les Kassai orientales. Tout ce qui peut venir des Kananga, de l'Angola, même du Katanga vers le Kananga par le chemin de fer qui passe par là, eh bien, ça approvisionne un mouvement et par la route qui est délabrée d'ailleurs. La plupart des gens, ils vont par moto, par les vélos, etc. On les appelle les Bayanda là-bas. Du côté de Ngandangika, la route aussi délabrée. Depuis que ce pont est cassé, avez-vous reçu un communiqué de l'Office des routes, du ministère national, parce que c'est une route nationale? Où est le plan d'urgence? Parce que ces gens-là, ils sont complètement coupés pour y aller. Au Kassai, là-bas, il y a beaucoup de leaders qui sont élus. Et ça coïncide d'ailleurs cette semaine, ici sur Télé 50, nous l'avons diffusé suffisamment. Un ancien gouverneur, ou plutôt un ancien maire de Mbujimaï, est venu ici pour nous parler de cette initiative de Lac Munkambas, autrement dit de parler de Les symposiums, oui. On n'a pas entendu l'implication ni des leaders de là-bas, ni même, je dirais, du gouvernement central par rapport à ces... Ce sont des questions, on va dire, d'utilité nationale. C'est pour ça qu'on dit, on tiendra Félix Tshisekedi pour responsable de l'inaction
Ça, c'est... Vous savez, quand les gens votent, ils attendent en retour quelque chose pour les soulager. Moi, depuis 24 heures, les gens de Bujumbura m'appellent, mais déjà, vous êtes à Kinshasa, mais nous, ici... Quand on pense qu'à Kamanga, on pense à vous mais aussi. Écoutez, beaucoup sont à Kinshasa maintenant. On peut penser à Alphonse Ngoï Kassanji, etc. Bien évidemment, il y a les Ngoï Kassanji, il y a les élus qui sont là-bas. Moi, je vais en citer. J'en connais tous. Où est-ce qu'ils ont convoqué une réunion, ne serait-ce que d'urgence pour parler de ces problèmes-là? Et puis voilà, ils éditent un communiqué, ils viennent nous donner, et puis on publie. Le Premier ministre qui est encore là, parce que lui, il est encore là, il évacue les affaires courantes. Il peut dire, voilà ce qui vient d'arriver, voilà les mesures qu'on est en train de prendre. C'est là où se pose le problème. Mais les gens sont dans les calculs. Est-ce que je vais être au gouvernement? Est-ce qu'on va m'orienter vers quel portefeuille? Etc. La responsabilité s'évalue, ou plutôt c'est fixe à ces niveaux-là. Et si nous lançons un appel, on va dire, à la solidarité nationale. Ce qu'on fait pour Goma, il faut le faire pour Mbuji-Mayi aussi. Et je vous signale qu'à Kabeka-Manga là-bas, il y a les cuivres, il y a l'or, et on a même découvert des minéraux, on va dire, sensibles là-bas, que je ne citerai pas ici. La nappe de Kimberlite part de Mbuji-Mayi jusqu'à Kananga là-bas. Dans notre village à moi, qui s'appelle Bakwakanjenga là-bas, il y a deux rivières, Moulenda et Kelunda. Quand vous allez dans le lit de ces rivières, vous faites seulement comme ça, vous terminez, vous avez le diamant. Ce n'est pas encore exploité jusqu'à aujourd'hui. Ce sont des carrés miniers qui peuvent être mis en contribution chez des grands investisseurs et qui peuvent rapporter des milliards de dollars. Des milliards de dollars. Donc quand les gens disent seulement là-bas, seulement les Katanga, mais au Kasaï, il y a 1000 fois ce qui est là-bas. Il n'y a pas une seule route. Une seule. Ce pont Loubi, justement, qu'est-ce que ça représente pour Kabeka-Manga? Mais d'abord, Loubi dont je vous parle, il y a des diamants dedans, il y a les cuivres un peu plus haut. Et ces ponts-là, c'est des ponts, le seul d'ailleurs, qui relie Mbuji-Mayi à Kabeka-Manga. Vous dépassez là, vous êtes à Lac Mukamba, là, comme quand vous êtes juste au Kasaï central. Mais cette route est délabrée depuis bien longtemps. Ensuite, il y a eu plusieurs programmes. La BAD, le FPI est passé par là. Et tout le long de cette route-là, il n'y a que des matériaux de construction. Il y a des pierres, il y a tout ce qu'il faut, l'argile, il y a tout ce qu'il faut. Il suffit de mettre une cinquantaine d'engins, vous faites seulement la route en terre. Mais l'UGF a bloqué ces projets-là parce qu'on avait déjà détourné de l'argent. Oui, l'IGF. Et tous ces gens qui ont détourné cet argent. Vous avez dit des conseillers qui sont là pour la plupart, qui sont envoyés pour justement mais bien évidemment, terminer les travaux. Oui. Bien évidemment. Et qui s'est tapé beaucoup de la poitrine, voilà, je suis l'envoyé du président de la République, je vais suivre tel projet, etc. Et ils se font payer en amont, en commission, comme on dit. Voici les résultats maintenant. Le fief du président de la République est coupé du monde parce que un petit pont est cassé. Moi, président de la République, j'ai convoqué ce beau monde-là. Sanction immédiate, messieurs. Sanction immédiate. Aujourd'hui, vous avez dit, Tshisekedi de plus en plus va être tenu responsable. Quel type d'action devait-il mener en fait pour que ces décisions soient aussitôt acceptées, plutôt exécutées? Tout est question, on va dire, de la promptitude et je vais dire de la manière dont on appréhende les urgences. Le président est quelqu'un de bonne foi. Il connaît tout ceci parce qu'il avait pris des initiatives allant dans le sens d'améliorer ces choses. Il est même descendu là-bas à plusieurs reprises. Il s'est même énervé à 2 ou 3 reprises. Rappelez-vous, c'est que le ministre en charge de l'agriculture, José Panda, qui a vécu la scène où le président était énervé, a dit nous sommes tous des voleurs.
Personne ne l'a jamais démenti. Il est là, Joseph Panda. Mais c'est le même président, lorsqu'il revient à Kinshasa, le même gens qui racontent des sornettes viennent lui dire non, Excellence, ces dossiers-là, on est en train de travailler, ça va bien se passer, etc. Et les temps passent. Et les temps passent. Or, personne ne mettra du temps. Regardez les 6 mois qu'on est en train de passer. Si les conseillers stratégiques du président suivaient tout ceci, allaient lui dire, Excellence, prenez des initiatives pour qu'on puisse en finir une bonne fois pour toutes et qu'on commence à travailler parce que le pays est en danger permanent d'instabilité économique, sécuritaire, sociale. Et donc, prenez vos responsabilités. Quand il avait prêté serment en tant que président de la République, il a dit « Je jure fidélité à la Constitution et à la défense des intérêts de la République démocratique du Congo et de sa population. » Avant de peut-être parler de l'actualité dans le monde, on parlera Burkina Faso et des BRICS, si le temps le permet. Et Judith Souminois dans tout ça, parce que dans ces tractations en vue d'être membre du gouvernement, qu'est-ce qu'elle fait? Quel rôle joue-t-elle? Écoutez, je dirais pas quel rôle jouera-t-elle? Je dirais pas la pauvre. Oui. Je dirais, elle subit. Voici quelqu'un de bonne foi. Elle a été nommée par surprise. Hein. Moi, quand je l'ai rencontrée, j'ai dit, Madame, vous nous avez surpris, votre arrivée nous a surpris. Il faut aussi que vous puissiez nous surprendre en matière de gérance et de gouvernance de ce pays. Elle est bonne technicienne. C'est une fille, enfin une femme qui vient de Belgique. Elle a fait Mons, elle a fait ILB, etc. C'est quelqu'un, enfin, sur le plan de la formation, qui en sait quelque chose. Elle a été au plan, elle a travaillé à son temps avec Mokoko Samba, lorsqu'il travaillait avec Joseph Kabila et Matata Mponyo. Sur le plan, on va dire technique, c'est quelqu'un irréprochable. Maintenant, sur le plan politique, elle est un peu comme Matata Mponyo à son temps, pas d'assise politique, c'est pas une personnalité politique d'envergure. Elle a atterri à l'IDPS il n'y a pas très longtemps, etc. Et on ne va pas dire que c'est un poids politique. Tout simplement, Tshisekedi voulant faire de l'exemplarité, on va dire, de la femme, il a voulu genrer un peu le gouvernement, il a nommé cette dame. Mais ce n'est pas forcément un défaut. Non, c'est une bonne initiative. On va dire, comme les Kanza, comme les Zuzuwabumbo, comme les Mabunda, etc. Elle sera dans l'histoire de la RDC comme Premier ministre. Maintenant, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle vient de perdre déjà autant de mois en restant. Elle ne touche pas au dossier parce qu'elle n'est pas encore entrée en fonction. Toutes les bonnes idées qu'elle avait au début, je pense que ça est en train de s'effriter un peu parce qu'elle a pondu des initiatives, etc. Elle voit... on attend. Mais qu'on lui laisse sa chance. Et je pense que nous, en tant que presse, nous voulons l'accompagner, nous allons l'accompagner avec beaucoup plus de pertinence dans ce qu'elle va pouvoir faire. Si elle aura des bâtons dans les roues, des calibrés, là, les vertébrés, nos amis, les caïmans, eh bien qu'elle les dénonce avant. Si elle va faire la politique de l'autruche, ça va bien Madame la Marquise, il n'y a pas de problème, etc. Quand ça va capoter, on va dire elle est incompétente. Et donc, que le disent, certaines sources disent qu'aujourd'hui, elle a dit au président public, je veux avoir un gouvernement qui sera sous mon contrôle. Eh bien, qu'elle puisse avoir le gouvernement sous son contrôle. Et on espère que Félix Tshisekedi va lui laisser la marge de manœuvre pour qu'elle puisse fonctionner comme Premier ministre responsable de son gouvernement, devant le Parlement, devant le peuple. Alors, on peut aller à l'actualité en Afrique. On va au Burkina Faso. Le samedi, c'était des assises nationales qui ont été lancées, des assises qui n'ont pas duré. Oui. En quelques heures, directement, c'est une nouvelle charte qui est sortie. Le pouvoir militaire se maintient justement au pouvoir, permettez-moi la tautologie, pour 5 années supplémentaires. Comment analysez-vous? Mention très bien. Très bien. Mention très bien. Quelle image ça renvoie? Une très belle image. Oui. Vous savez, le Burkina Faso, encore une fois, se distingue. Dans les années 80, il y a eu un jeune capitaine qui a constaté un peu ce qui se passe chez nous ici. Comme Mobutu l'avait constaté en 1960. Désordre,
teinté de l'interventionnisme, notamment de la France. Et chez nous, c'était l'interventionnisme de la Belgique. Mobutu a dit, allez, en septembre, il a mis Kasavubu de côté, etc., il l'a neutralisé, et puis, comme il était trop jeune, la CIA lui a dit, non, non, remettez d'abord le pouvoir à Kasavubu, on va voir ce que ça va donner. 5 ans d'instabilité en 65, un holà. Au début, Mobutu était formidable. De 65 à 70, nous avons la croissance la plus forte, la discipline, les gens travaillaient, les villes étaient propres, etc. C'est lorsqu'il a récupéré ses amis, 72, enfin, lorsqu'il y a eu le fameux congrès du MPR, on a institutionnalisé la personne de Mobutu qui devient l'institution, etc. On a zarianisé, etc. Que tout est parti en vrille. Mais Mobutu était parti sur de bonnes idées. Et Thomas Sankara, c'est lui qui a changé le nom de ce pays. Ça s'appelait Haute-Volta avant. Il a dit, nous allons nous appeler Burkina Faso, traduction, pays des hommes intègres. Ce jeune capitaine, Thomas Sankara, a transformé ce pays. En discours, comme Joël Rawlings au Ghana, en gouvernance. Le Burkina, c'est un pays désertique. En production, en respectabilité. Jusqu'à ce que Thomas Sankara fait un discours devant François Mitterrand, les images existent, où il a toisé le président français par rapport à Peter Botha. À l'époque, l'apartheid faisait rage en Afrique du Sud. Et la France s'est mise avec Houphouët-Boigny, etc. Ils ont pris son ami Blaise Compaoré, ils l'ont tué. Et jusqu'à aujourd'hui, Sankara garde l'image d'un grand leader à la manière de Lumumba, de Kwame Nkrumah, etc. Ce jeune capitaine Traoré est dans la trempe de Thomas Sankara, avec une dose de modernisme, parce que en l'espace de quelques mois où qu'il est là, ce jeune homme a redoré l'image de Burkina Faso, équipement militaire, il a récupéré une série de régions qui étaient en instabilité, il a signé des accords stratégiques avec la Russie. Aujourd'hui, le Burkina Faso a commencé à produire suffisamment. Et le Burkina Faso n'est pas disparu de la surface de la terre, comme le Mali, comme le Niger, bientôt le Sénégal. Nous, chez nous, on perd en temps et en installation parce qu'on tergiverse. Vous allez voir que les 5 ans qu'on vient de donner à ces jeunes hommes, il va faire des choses au Burkina Faso. Et c'est une période de transition. Après la charte, on lui donne un autre nom, chef suprême des armées. C'est pas la marque de dictateur, là, comme ça. Et il peut se présenter encore aux législatives, dites-moi, aux présidentielles. monsieur, c'est quoi la dictature? C'est quoi la définition de la dictature? Mais quand toutes les lois sont dictées par une seule personne, quand ce n'est pas vraiment un état des droits qui prime. Oui, aux États-Unis, c'est quoi? Vous avez été dans les prisons aux États-Unis? En ce moment, ce qui se passe en Israël, c'est quoi? Quand un Premier ministre décide de bombarder, nous sommes à presque 30 000 morts. Monsieur, lorsque votre peuple mange, lorsque les femmes peuvent aller au marché, lorsque les enfants peuvent aller à l'école, lorsque vous avez les routes, lorsque vous avez un pays construit, c'est ça ce que veulent les gens. Vous pouvez me dire que la Chine, c'est une dictature? La Chine. Moi, je suis allé en Chine plusieurs fois. C'est un pays moderne, envié par tout le monde. Mais il y a le Parti communiste, à la tête duquel Xi Jinping est là, en train de faire de ce pays la première puissance au monde. Vous allez me dire qu'aujourd'hui, la Russie est une dictature? Allez à Moscou, monsieur, vous allez voir comment c'est propre. Il n'y a même pas de Koulouna à Moscou. Plus propre que Paris, même, on dit. Mais bien évidemment. Ça, c'est un langage, excusez-moi du terme, des aliénés. Des gens qui donnent des étiquettes aux gens. Non, parce que vous, là, vous êtes comme ça, là. Bon, vous êtes des démocrates.
Parce que vous, là, vous êtes comme ça, là, vous êtes dans une dictature. On vous appelle junte militaire, tout ça. On vous appelle junte militaire. Non. Est-ce que l'Union européenne fonctionne comme une démocratie? Non, je vous pose la question. Et il y aura des élections européennes bientôt. Oui, les élections européennes dont l'extrême droite, teintée de racisme, est en tête. Oui. Oui. Ça veut dire... Est-ce que parmi les candidats qui sont aujourd'hui aux élections européennes, vous avez vu beaucoup de Noirs, beaucoup d'Arabes, beaucoup de Chinois, beaucoup d'Indiens? Mais il y en a beaucoup là-bas. Le monde aujourd'hui fonctionne avec les intérêts. Il faut que chaque pays regarde ses intérêts. Comme disait le maréchal Mobutu, ni à gauche, ni à droite, nous sommes pour l'intérêt de la République démocratique du Congo, à l'époque du Zaïre. Et c'est pour cela que les pays asiatiques se sont développés. Taïwan, Hong Kong, Singapour, je peux vous en citer. Quand vous allez à Dubaï, c'est une dictature ou c'est une démocratie? Il y a des caméras partout. Non, le monde, ce n'est plus ça. Ça, ce sont les idéologies d'orientation. On oriente des gens, allez, comme on veut. Un peu comme des marionnettes peut-être. Mais bien évidemment, il faut qu'on arrête d'être des marionnettes, justement. Il faut qu'on arrête, qu'on nous dicte ce que nous devons faire. Nous devons nous poser la question, qu'est-ce qui est bon pour notre peuple? Qu'est-ce qui est bon pour que nos enfants soient en bonne santé? Qu'est-ce qui est bon pour qu'on ait des routes? Nous sommes dans un système depuis 1960, soi-disant d'indépendance. Quel est le degré d'amélioration des conditions de vie de nos populations? Les degrés. Si c'était une démocratie, si c'était, on va dire, des systèmes importés avec des constitutions, des ONG, des associations, non. On va terminer par ici, peut-être en Israël, au Proche-Orient, je vais dire. Pourquoi est-ce que Israël peut-il narguer tous les pays du monde, les grandes institutions du monde et les droits internationaux, alors qu'un autre pays ne peut pas le faire? Parce qu'Israël, c'est l'Occident. Israël, c'est les États-Unis, c'est l'Europe occidentale. Ce qui constitue l'Israël, ce sont des Européens qui sont partis là-bas. Ils ont chassé les Palestiniens qui étaient les territoires. Ils ont créé un État, ils se sont installés là. Et ils ont dit à Israël, nous allons vous défendre, enfin, ce pays qui nous appartient, nous allons le défendre, vaille que vaille. Et c'est ce qui se passe. Exemple type, on a créé la Cour pénale internationale. Où? En Italie. Tout le monde, ou presque, a ratifié, sauf les États-Unis. Le statut de Rome. Oui, une bonne partie de l'Europe. Et on a arrêté beaucoup de Noirs à cette cour. Charles Taylor, Jean-Pierre Bemba, Laurent Gbagbo. Et on magnifiait la CPI. On dit non, c'est la justice internationale. Si vous commettez des crimes chez vous, on vient enquêter, on vous arrête. C'est la justice, etc. Mais le procureur a émis un mandat contre le Premier ministre. Et patatras, qui commet les crimes? Israël. Et qui dénie maintenant à la Cour internationale la légitimité de juger quelqu'un? Les États-Unis, l'Europe. Et vous allez voir que dans des pays d'Afrique, les gens vont dire « Ah, nous, on est membre de la CPI. » L'Afrique du Sud, à un moment donné, a dit « Non, moi je ne reconnais pas ces histoires. » On a dit « Non, ce n'est pas possible. » Regardez maintenant. Les États-Unis, Blinken, secrétaire d'État américain, il dit « Il n'appartient pas à la CPI de juger quelqu'un. » Oh, enfin. Aujourd'hui, sur des plateaux de télévision en Europe, on dit, ce monsieur-là, Karim, machin, il n'a pas la légitimité de... Enfin. Mais les crimes sont là. Maintenant, il suffit de chez vous, allez, vous tuez 5 personnes, vous allez voir ici, commission d'enquête de la CPI. On fait même du chantage sur les gens. Oh non, on va t'amener à la CPI. Mais regardez vous-même,
Vous avez parlé de la démocratie, n'est-ce pas? Eh bien, voilà, le vendeur de la démocratie. Qui ne veulent même pas reconnaître la légitimité d'une cour qu'eux-mêmes, ils ont mis en place. C'est pour ça que nous sommes leaders d'opinion, nous éveillons la population sur ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Ce qui est bon, c'est quoi? L'intérêt de ce pays, la République démocratique du Congo. Ce qui est bien, c'est quoi? C'est le bien-être, le développement. Si nous fonctionnons dans le sens de mettre en place des textes qui protègent la RDC, on fait des bonnes choses, on marque son temps. C'est pour ça que c'est le débat depuis quelques temps sur la modification de la Constitution. C'est le moment alors. Mais je trouve que non, c'est maladroit. Okay. Pourquoi? Parce que avec cette Constitution, Félix Tshisekedi peut faire beaucoup de choses qui vont marquer son temps. Cette Constitution. Il peut modifier certains textes. Mais les chants de sirène, là, des gens qui disent non, il faut une nouvelle Constitution, une nouvelle République, etc. Ils veulent seulement l'embrouiller. Ils veulent seulement l'embrouiller. Et le jour où maintenant il y aura des gesticulations, les gens vont faire du bruit, etc., c'est le nom de Félix Tshisekedi qu'on va insulter. On ne va pas insulter ces conseillers-là, ces gens-là qui racontent des histoires. Et pour preuve, le gouvernement attend, on ne voit pas ces gens de l'ombre. On voit Félix Tshisekedi, qui doit peut-être regarder maintenant parler à ses propres compatriotes, dont JKK par exemple. C'est son frère, ils ont travaillé ensemble. Ils peuvent retravailler ensemble. Ils peuvent voir de quelle manière régler ces problèmes chez eux, ici en RDC. Non, ce n'était pas définitivement fini avec Kabila. C'est possible qu'il renoue. Mais au Congo, les gens peuvent s'énerver et se voir demain. Kamer ici n'était pas énervé avec le système, il n'a pas été en prison. Au Congo, on se chamaille toujours et le lendemain, on se met ensemble. Et nous, en tant que presse, en tant que leader d'opinion, en tant que responsable, nous rappelons que privilège doit rester à l'intérêt de la nation. On vous donne un petit poste aujourd'hui, vous avez un peu de la escorte et tous les Bataclans. Mais demain, vous resterez quoi dans l'histoire? Vous sortirez par la petite porte et ce n'est pas bon. Merci beaucoup Jean-Marie Kassamba pour toute Merci cette à vous. analyse. Merci à vous également de nous avoir suivis. C'est la fin de Dessous des cartes. C'est aussi également la fin de cette matinale qui a commencé depuis 7h30. Merci pour votre fidélité. Vous nous avez suivis de partout. Merci pour vos retours en tout cas, vos questions posées qu'on n'a peut-être pas pu poser à Jean-Marie Kassamba, mais on va le lui donner. Il retournera encore dans les Dessous des cartes pour pouvoir vous les analyser. On reste ensemble après cette matinale. C'est un documentaire que vous suivrez tout à l'heure là, mais le journal intervient à 13h avec Christopher Otiokoum. Le soir, Kin Direct avec Jean-David Kilolo. Quant à moi, je vous dis au revoir. J'ai dit énormément merci à mon équipe, à Glodier Matoula, à Nato Mafini, à Dali Makabi, à Pauline Amanda et sans oublier les grands réalisateurs, Kadi Mouelo. Ciao, bonne année chez vous.